Salut Robert. Salut Jonathan, comment tu vas? Écoute, mieux, ouais. Mieux, mais en fait, merci pour ton message. En fait, pour tout te dire, Élise a eu exactement ça il y a 3 jours. Ah ouais, La pauvre, elle a vomi comme une étudiante qui rentre bourrée de soirée. Tu sais, elle a vomi 5 fois dans la nuit, tout ça. C'était vendredi soir. ça c'est pas cool quand on est parent, je me rappelle. Ah ouais, non, c'est voilà. Ça c'est Et vraiment pas cool. surtout, tu mets du temps à comprendre. C'est qu'au début, elle te dit j'ai mal au ventre, tu dis ah, elle va dormir, et puis Après tu prépares ton seau, mais elle fait à côté, après, ouais, ouais. bah, exactement. Et donc, du coup, voilà. Je n'ai pas trop de doutes Ah, sur le fait Daniel est qu'après. là déjà, donc je le fais rentrer. Parce que j'ai deux seulement qui sont en réunion, juste pour que vous puissiez discuter ensemble de l'entretien. Hop, voilà. Tu es devant ton ordi? Ouais. Quand tu es devant ton ordi, tu vois quoi? Tu vois en galerie ou tu vois avec juste lui et toi? Alors, je te vois. Non, je vois toi en principal et en haut, en petit, je vois Alors, moi, regarde, toi si et. tu mets affichage intervenant, tu dois voir vous deux. En haut à droite dans l'affichage. Alors, je suis marqué en affichage intervenant, mais peut-être que comme je suis intervenant, moi, il me met pas. Il me met pas. Ouais, C'est bizarre, ça. Salut Daniel. Voilà, j'ai réussi à me connecter avec avec le code. Bah, écoute, ravi de t'avoir avec nous. Et je vois que tu as un très beau fond d'écran. Mais tu comprenais pourquoi je voulais rentrer avec mon profil. Ah, exact. Oui. Et pas dans la salle de presse de l'ambassade, où on a l'habitude de Non, te non, je ne suis voir. pas à l'ambassade, Non, je sais. je suis à la résidence. Ok. Donc, il y a des gens qui attendent, mais j'ai proposé à Jonathan que vous puissiez discuter pendant 3 minutes, le temps que les gens arrivent. Oui, enfin, Ou- je ne sais pas si Roger Kickerman se connectera. Si oui, fais-le rentrer, hein. Ouais, bien sûr. Bah oui, si j'attends Francis, Voilà. voilà Francis, que je fais rentrer. Ce, ce, ce code, Robert, parce que j'ai l'impression que tu t'y connais très bien en Zoom. Ce code, c'est une chambre de Zoom. Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est une chambre de Zoom normale que Non, tu gères en c'est une webinar, salle de réunion normale. Une salle de réunion normale. mais tu décides qui rentre et qui ne rentre pas. Ah ben comme j'ai une salle d'attente, je décide qui je fais rentrer au fur et à mesure. Donc chacun qui se pointe, je décide de le faire rentrer comme on est avant. Là, je fais rentrer Jonathan, toi et Francis, et je regarde qui est dans la salle d'attente pour faire rentrer les gens qui sont Rashouvim. En te posant la question, je pensais que tu allais me rendre les choses plus simples, mais j'avoue que je comprends encore moins. Ah, Salut, Salut Francis. salut Francis. ça va? Robert, j'étais en ligne avec Bruno Benjamin. Ouais, Envoie-lui le lien, s'il te plaît. Il voudrait se brancher sur le Zoom. pas de souci. Je vais l'envoyer à tout le monde, tu as raison, aux différentes instances du CRIF. Mais envoie-lui à lui personnellement parce qu'il attend là. D'accord, Si tu peux lui envoyer, parce que je ne le trouve pas. Je veux lui envoyer moi, j'arrive pas à le retrouver. pas de souci. Putain, il faut que je me fasse des cours du soir de ces histoires-là parce que je comprends rien. J'ai essayé de poser une question et je pensais que c'est. Je comprends rien moi non plus. Ah, moi, je comprends rien du tout. La différence entre un Zoom et un webinar, par exemple, j'ai toujours pas compris. Ça, je sais. Web binaire, tu ne peux pas intervenir, je crois. Tu peux que regarder. Ou tu peux intervenir, mais par message. Tu as pas les gens, tu vois pas les gens et tu peux pas parler avec eux comme on parle là maintenant. Je crois. Hein. Enfin, Robert, qui est un grand spécialiste, va nous le dire. Mais... C'est à peu près ça. Ah, c'est à C'est peu à près peu ça. près ça. Effectivement, ici, les gens se voient comme s'ils étaient dans une salle de réunion, qu'on leur donne la parole ou pas. Donc, à un moment donné, je vais couper tous les micros. J'ai une chambre Zoom permanente pour l'ambassade que le compte professionnel du ministère m'a donné. Je peux transformer cette chambre Zoom en webinar ou il faut que j'ai un autre code? Non, en webinar, non, mais il faut que tu prépares une réunion, que tu t'inscrives pour une réunion. Cette réunion, tu peux après la transformer en webinar si tu veux, ou tu peux directement prévoir un webinar.
Ça, tu J'ai lui as envoyé, parlé en chinois, là. j'ai envoyé aux régions et au comité directeur pour qu'ils puissent se Ah, bien. brancher. Très bien. Ça va, Jonathan? Ouais, mieux. Ça va mieux, hein? Ouais, c'est bon. J'ai été sur pied ce matin. Pourquoi mieux? Hein? Non, hier soir, on était ensemble à un événement et voilà, je me suis pas senti très bien. Donc, du coup, je suis rentré, mais c'est Regarde, ce matin. je vais te dire une chose, c'est bien, On t'a c'est bien envié. tombé que tu sois rentré. Putain, ça a On duré. t'a un peu envié. Ouais, mais je l'ai senti d'ailleurs en partant. Je vous ai dit que vous alliez Ah m'emmener. non, mais c'était une galère comme rarement je n'ai vu. Ah, Parce que tu vois, c'était pas un truc qui est enregistré dans les conditions du direct. ah oui. C'est vraiment un enregistrement, c'est-à-dire ils coupent, ils refont. Ça a duré 6 heures. On était comme ça. Quand on est parti, c'était pas fini encore. Moi, j'en pouvais Et on plus. Je avait dis de à la Robert, je chance. parlais. Il était minuit. Et on avait de la chance parce que nous étions assis dans des fauteuils alors que d'autres étaient assis ou sur des chaises ou sur le bord du circuit. Ils n'avaient même pas de dossier. Oui, il y a des invitations qui sont. Et puis, je te cache pas qu'on sent qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser beaucoup non plus au niveau des artistes. Hein. Ah oui, oui. Ouais. C'était vraiment troisième couteau. Hein. Pour Daniel, on parle d'une soirée qui s'appelle Rire contre le racisme. Oui, je sais. Voilà. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, on s'est vu. Oui. Le hasard du calendrier faisait que nous nous voyions nous sommes tout à Et l'heure. je sais qu'on a pris du coup 2 fois du temps à Daniel dans une journée bien chargée. Ouais. Regardez, Non, il mais est là, 18h, vous me dites quand j'ouvre la salle de… Combien il y a de personnes, Robert? Il y a 13 personnes qui attendent. Non, mais il faut les faire rentrer, je pense. Allez, Alors on les allez. fait rentrer. On Et on admet fait tout le rentrer monde et au parce fur et à que- mesure, je m'occuperai de les faire rentrer. Voilà, c'est très bien. Comme ça, on peut même commencer parce que je sais que Daniel m'avait dit qu'il devait partir un peu plus tôt. Enfin, à 15, quoi. Oui, c'est ce qu'on a convenu. Très bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. 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 Il y a beaucoup de monde. Bonsoir. En fait, ma réunion était à 17h par Zoom, c'est-à-dire 18h heure d'Israël. Donc, j'ai confondu avec le décalage, qui fait que j'enchaîne de l'une à l'autre. Bon, ce que je propose, Nathan, regarde, il est 18h01, je vois qu'il y a pas mal de gens qui rentrent en ce moment. Yeah. Je te propose qu'à 5-6, on démarre, comme ça, on aura le maximum de gens et les gens rejoindront au fur et à mesure. Tu es d'accord? Très bien, on fait comme On ça. a déjà 25 personnes. Oui, Donc, je c'est vais pour juste ça. vous Comme les gens, demander- je vois que ça se branche rapidement, on va attendre juste Bonjour. 2-3 minutes. Bonjour. 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 Après, je vais couper les micros de tout le monde et je laisserai que Bonjour. les vôtres allumés. Et puis, éventuellement, on les rallumera en fin de réunion. Ça y est, je pense que vous pouvez y aller, franchement. C'est bon? Il n'y a plus personne en salle d'attente? Non, alors je ferme les micros, je rouvre les vôtres et on peut commencer. Un Ok. instant. Voilà. Daniel, si tu veux bien rouvrir ton micro, Francis également, et Jonathan également. Voilà. Francis, tu veux bien rouvrir ton micro? Francis, si tu veux bien rouvrir ton micro. Autrement. Voilà, là, ça doit être ouvert, je pense. Voilà, vous pouvez y aller. Bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous.
avant de passer la parole au président de la commission, Jonathan Arfi, juste quelques mots d'abord pour vous saluer toutes et tous et saluer notre invité de ce soir, invité prestigieux s'il en est, puisque c'est l'ambassadeur par intérim d'Israël en France, c'est notre ami Daniel Saada, que je crois beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, la présentation va être rapide parce que je sais que vous le connaissez. Daniel connaît très bien la France puisque il a déjà, bon, il est originaire de France, mais au-delà de ça, en tant qu'Israélien et en tant que diplomate, il a déjà été en poste en France. Là, il est revenu en France pour une seconde mission pour laquelle il était donc le chargé d'affaires, le numéro 2 de l'ambassade, le ministre plénipotentiaire numéro 2 de l'ambassade de France, d'Israël à Paris, et pour la France. Et il est aujourd'hui l'ambassadeur par intérim, donc, puisque c'est lui qui est en charge maintenant, c'est le numéro 1 de l'ambassade par intérim. Il va nous parler ce soir de sujets, je crois, qui nous intéressent tous, puisqu'il va parler de ce qui est au cœur de nos préoccupations et de tout notre intérêt, qui est Israël. Alors, je pense qu'on va évoquer de nombreux sujets, parce que l'actualité est riche dans le domaine. Donc, tout de suite, si tu veux bien, Jonathan, je te passe la parole pour peut-être expliquer à Daniel comment se déroule notre commission. Et puis ensuite, tu fais comme d'habitude, tu diriges les débats, tu es le président. Merci Francis. D'abord, effectivement, saluer l'affluence nombreuse pour cette réunion, puisque nous battons nos records. Donc, je crois que c'est un signe d'attente et j'allais dire de curiosité par rapport à ce que seront nos échanges de cette réunion. Accueillir peut-être Daniel Saada en lui disant qu'on a vraiment le sentiment d'accueillir à travers toi un ami et un partenaire à la fois. Un ami parce qu'effectivement, nous connaissons tous ici tes liens avec la communauté juive de France collectivement et une bonne partie d'entre nous individuellement. Et puis un partenaire parce que nous avons le sentiment de trouver avec toi un interlocuteur avec lequel échanger, mais aussi construire, parce que nous savons que la lutte contre l'antisémitisme est intimement liée évidemment à la question de l'antisionisme et donc concerne la question d'Israël et inversement, bien entendu, également. Donc cet élément-là nous amène à aujourd'hui ouvrir un certain nombre de champs de questions que nous allons aborder durant cette réunion. Alors, pour te rappeler peut-être quelques mots sur le principe de la Commission des relations internationales. Donc, elle est composée d'une trentaine de personnes, membres soit de l'Assemblée générale du CRIF, soit personnalités qualifiées extérieures. Le principe est assez simple. Nous réunissons à peu près une fois par mois. Nous recevons principalement des ambassadeurs ou des experts de questions internationales. Nous avons reçu auparavant, par exemple, l'ambassadeur des Émirats arabes unis, l'ambassadeur d'Arabie saoudite il y a quelques temps, mais également le président, par exemple, du CCOJB en Belgique, et ainsi de suite. Et on décompose cette séance autour d'une intervention d'abord liminaire de ta part d'une quinzaine de minutes, si ça te convient, autour globalement des enjeux de la stratégie diplomatique d'Israël pour 2021. Et puis, on laissera place ensuite à un temps de questions-réponses avec les membres de la commission. J'invite simplement chacun, au moment où il prend la parole, à se présenter pour que Daniel puisse situer à qui il s'adresse. Donc, Daniel, je te laisse prendre la parole et nous ouvrirons ensuite le temps des questions-réponses. Merci. Merci, Jonathan. Merci, Francis. Merci, Robert. Je vois énormément d'amis, donc je ne vais pas tous les saluer, mais sachez que je suis très, très heureux, tu l'as dit, Jonathan, Francis aussi. Je ressens profondément ce lien très étroit que le CRIF entretient avec l'ambassade et que l'ambassade entretient avec le CRIF. À la fois ma connaissance des institutions de la communauté et de l'importance du rôle que le CRIF remplit en France m'ont conduit dès que j'ai pris ces fonctions à Paris, à la fois quand j'étais numéro 2 et maintenant que j'assure l'intérim de l'ambassadeur, de continuer ce partenariat privilégié parce que je crois que nous travaillons très bien ensemble pour
mener à bien des objectifs que nous nous sommes fixés. Vous êtes évidemment le partenaire privilégié au sens de l'institution politique essentielle de la communauté. Pour moi, c'est évidemment extrêmement important de pouvoir tisser ces relations de travail, de complémentarité que nous menons. Je voudrais vraiment vous dire que je suis très, très heureux d'être votre invité ce soir. Je vous remercie de l'affluence, je vous remercie d'être tous. Je sais qu'on est tous saturés par les Zooms et je suis toujours très surpris de voir que vous, à 18h le soir, vous consacrez encore du temps pour venir m'écouter. Donc, j'en suis très, très satisfait et très, très fier. Je vous en remercie. Alors, un propos liminaire pour parler des enjeux de la diplomatie israélienne pour 2021, c'est évidemment un exercice qui n'est pas facile. En 10 minutes, 15 minutes, je vais essayer de toucher les points principaux et peut-être ensuite nous aurons l'occasion de développer avec les questions. En tout cas, je vous promets d'essayer d'y répondre. Le premier élément, c'est celui de la vaccination. Je crois que j'ai dit récemment que depuis le début de ma carrière diplomatique, au début des années 90, au moment du processus de paix à Oslo, je n'ai jamais ressenti autant de fierté, excusez-moi du terme, de fierté d'être israélien. La couverture de presse, les louanges dont nous bénéficions me rendent très fier. Lorsque la semaine dernière, j'ai ouvert le journal du dimanche et que j'ai lu le président de la République française dire qu'il donnait des instructions à son gouvernement pour tirer les enseignements du modèle israélien, je dois vous dire que c'est une grande fierté pour le diplomate israélien que je suis de lire cela. Alors, la vaccination et le résultat auquel nous sommes arrivés n'est pas un hasard. Vous savez, il y a beaucoup de miracles en Israël, mais ça, ce n'est pas un miracle. Et je crois qu'à travers la vaccination et cette campagne qui a été menée depuis quelques mois, je crois qu'il y a là, et le président de la République a eu raison de le dire, la quintessence du modèle israélien. Ça veut dire un esprit d'initiative, une audace, certains disent chutzpah, moi je traduis par audace, un très grand discernement, une capacité de discernement et une capacité de prendre des risques et de prendre la bonne décision. Un peu toute l'histoire d'Israël résumée à travers cette entreprise de la vaccination. Dès le départ, très tôt, au mois d'avril, il y avait très peu de... la première vague en Israël était très bien menée, il n'y avait pas beaucoup de morts, il n'y avait pas beaucoup de cas. On était dans un confinement qui avait bien marché, on avait fermé les frontières assez tôt, et dès le mois d'avril, le gouvernement israélien et le Premier ministre ont pris la décision d'essayer de tout faire pour investir dans la vaccination, parce qu'on avait compris qu'il n'y avait pas d'alternative. Et c'était, je le dis souvent, je le répète, certains d'entre vous m'ont peut-être entendu le dire dans d'autres forums, c'était un risque énorme parce que lorsque le gouvernement israélien a négocié avec les deux sociétés américaines, notamment Pfizer, ils étaient à peine à la fin de la phase 2. Ça veut dire que ça a été un engagement, un pari financier, scientifique, sanitaire, politique extrêmement important et qui nous a permis de conduire à recevoir ces vaccins parmi les plus tôt, parmi les premiers, et à mener avec l'efficacité que vous nous connaissez, cette campagne qui nous conduit aujourd'hui à atteindre pratiquement 30% de la population qui a reçu les 2 doses de vaccins et une très large distribution des vaccins, puisque ce matin, par exemple, nous avons ouvert à Tel Aviv un centre de vaccination pour les sans-papiers, pour les travailleurs immigrés, les migrants et les demandeurs d'asile qui se trouvent en Israël. Donc cela montre bien combien cette décision du gouvernement israélien a été extrêmement efficace, extrêmement qui a fait preuve d'une très grande anticipation et qui a permis de prendre les bonnes décisions pour espérer ce que vous connaissez le nom de la campagne, retour à la vie, nous permettre de revenir à la routine, à la vie normale le plus vite possible. En tout cas, nous l'espérons. J'imagine qu'à travers les questions tout à l'heure, on aura l'occasion de rentrer peut-être un peu plus en détail. Le deuxième élément est lié à ce qui s'est passé pendant l'année 2020, à savoir le processus de normalisation. Vous savez, notre ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi,
qui est entré en politique très tard, qui a occupé ses premières fonctions politiques lorsqu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères, a réuni les ambassadeurs il y a quelques semaines, au début 2021, et il nous a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il nous a dit, lorsque j'ai pris mes fonctions au mois de juin, j'ai demandé de lire les premières choses que j'ai demandé à lire, c'était les rapports de prévision politique pour 2020. C'est-à-dire, donc, vous savez, dans tous les ministères des Affaires étrangères, il y a un département de ce qu'on appelle policy planning qui essaye d'écrire un état du monde. Les grandes agences, les grands ministères le font, chaque ministère le fait. Et il nous a dit, lorsque j'ai lu les papiers qui avaient été écrits donc fin décembre 2019, début janvier 2020, je n'y ai absolument pas trouvé ce que nous vivons aujourd'hui. Dans ces papiers, aucun de ces papiers n'avait prévu la crise du Covid. Aucun de ces papiers n'avait prévu la normalisation avec les pays arabes. Aucun de ces papiers n'avait prévu la montée en puissance de la Chine. Aucun de ces papiers n'avait prévu la guerre commerciale qui allait battre d'essor pendant l'année 2020. Donc, ceci pour dire que l'année 2020 nous a tous surpris. On a entamé cette année avec des espoirs, pardon, pas des espoirs, avec des annonces extrêmement inquiétantes. Et puis, on a terminé l'année avec la normalisation avec quatre pays arabes, plus le Soudan. On a terminé l'année avec la campagne de vaccination que j'ai évoquée tout à l'heure, et avec une situation qui montre bien la perception d'Israël aujourd'hui, qui est totalement différente et qui a changé la donne, puisque ces accords ont permis de tirer un enseignement essentiel, qui est que l'argument selon lequel on ne pourrait arriver à un accord de paix ou un accord de normalisation avec les pays du monde arabo-musulman qu'en échange de concessions, qu'en échange de sacrifices de la part d'Israël, eh bien, a été battu en brèche, puisque ces accords ont montré que le principe de la paix contre la paix, de l'acceptation d'Israël pour sa puissance technologique, pour sa puissance scientifique, pour sa capacité à pouvoir apporter un certain nombre de réponses aux pays qui nous ont rejoints dans le club de la normalisation, eh bien, cela a prouvé cette efficacité. Et j'ai le sentiment, partagé par beaucoup d'observateurs, que la paix que nous avons signée, la normalisation que nous avons signée avec ces pays, est différente de celle que nous avons signée avec nos voisins jordaniens et égyptiens. Je crois que nous sommes vraiment dans une paix avec du contenu. Alors, je ne suis pas angélique, je ne veux pas appeler la paix des cœurs, mais en tout cas une paix basée sur une convergence d'intérêts extrêmement forte. Et je crois qu'on le voit très bien dans les 4 derniers mois déjà, avec les Émirats arabes unis, plus de 1200 sociétés israéliennes ont déjà ouvert une succursale ou une branche, ou même se sont installées aux Émirats arabes unis. Nous avons déjà signé un certain nombre d'accords très, très concrets, très efficaces, un accord postal, un accord aérien, un accord commercial, un accord touristique. Avec le Maroc, nous avons signé la normalisation au mois de décembre. Nous sommes déjà avec 2 accords importants, notamment un accord aérien, un accord de tourisme. Nous sommes en train de négocier un accord dans le domaine de la coopération agricole. Le Maroc a des visées extrêmement importante dans ce domaine, et nous savons que l'expertise israélienne peut apporter énormément au Maroc. J'ai lu une phrase dans un organe de presse sur Internet marocain qui parle que grâce à l'aide d'Israël, le Maroc pourrait devenir le grenier de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas du tout imagé, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est tout à fait possible grâce aux techniques israéliennes. Donc nous voyons bien combien cette perception d'Israël a changé. Alors bien sûr, il y a également d'autres éléments importants qui nous préoccupent en ce début d'année 2021. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions sur les relations avec les États-Unis. L'administration a changé à Washington, vous le savez. Il y a maintenant une nouvelle administration. Alors oui, incontestablement, les relations entre nos 2 pays sont des relations qui reposent sur des intérêts stratégiques très forts. C'est une véritable alliance, c'est une véritable
coopération stratégique entre deux pays qui reposent à la fois sur une communauté de valeurs, mais aussi sur une communauté d'intérêts, ce qui explique pourquoi depuis plus de 30 ans, les alternances qui ont pu avoir lieu dans les deux pays, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, n'ont jamais impacté fondamentalement la nature de la relation. Les exemples sont nombreux. La presse israélienne a rappelé ces dernières semaines combien d'acquis, combien de grands acquis ont été obtenus sous des administrations démocrates aux États-Unis. Donc fondamentalement, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, il y a beaucoup d'attentisme parce que nous ne savons pas ce que l'administration du président Biden va apporter. Il y a beaucoup de déclarations pour l'instant. Je n'ai pas plus d'informations que cela. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui l'état des lieux exact de la relation parce que nous avons exactement les mêmes informations que vous avez par rapport aux déclarations qui ont pu être faites, notamment sur le dossier iranien, notamment sur la question syrienne, sur la question palestinienne. En tout cas, nous savons qu'il y a une très forte, une relation très forte entre nos deux pays qui devrait permettre de surmonter ce changement d'administration. Je voudrais terminer ces propos liminaires avec ce qui s'est passé à La Haye et l'annonce par la Cour pénale internationale vendredi soir de sa compétence pour des questions qui ont été des questions liées à la Palestine. On a toujours l'impression, ça fait bientôt 30 ans que je suis diplomate, et on a toujours l'impression qu'on a connu le pire, qu'on a connu le plus absurde, qu'on a connu le plus insolite, le plus dérangeant, je ne sais pas quel terme employer, mais je crois que à chaque fois, on découvre qu'il y a pire au pire. Et la déclaration, la prise de position de la Cour pénale nous a appris en effet qu'il faut toujours s'attendre au pire, puisque c'est une position absolument insensée, illogique que la Cour pénale internationale vient de prendre. La Cour pénale a été créée, je ne vais pas vous faire un cours de droit, d'abord il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour le faire. La Cour pénale a été créée sur un principe qui est que sa compétence est réservée aux États membres pour les infractions commises sur leur territoire. Or là, nous avons une situation où il n'y a pas d'État, puisque l'autorité palestinienne n'est pas un État, et en qui plus est, son territoire n'est pas reconnu, il n'a jamais été défini. Ça fait 73 ans qu'il y a un conflit au Proche-Orient. Aucun organe de l'ONU, ni l'Assemblée générale, ni le Conseil de sécurité, ni aucun autre organe, ni aucune organisation, aucun accord, y compris les accords d'Oslo, n'ont jamais réussi à résoudre le problème de la délimitation des territoires de l'autorité palestinienne. Mais la Cour pénale internationale, elle a trouvé la solution puisqu'elle a considéré que les territoires occupés par Israël depuis 1967 constituent le territoire de l'autorité palestinienne qui constitue lui-même un État avec une véritable acrobatie juridique. Et je cite le terme qui a été utilisé par le président de la chambre préliminaire qui s'est penché sur cette question, puisque lorsque la procureure a transmis la question de la compétence de la Cour à la chambre préliminaire, il y avait un président qui est un juge hongrois et deux autres juges, un français et une juge du Bénin. Et le président de la Cour, le juge hongrois, s'est opposé à ses deux collègues. Il a considéré qu'il n'y avait aucune compétence de la Cour et les deux autres juges, malheureusement, ont statué différemment, ce qui fait que là, c'est eux qui ont emporté, puisque dans un collège de 3 juges, il y a eu la majorité. Mais le juge hongrois a décidé, malgré tout, d'écrire une opinion dissidente qui fait plus de 160 pages, ce qui est extrêmement rare dans la pratique juridique. Lorsque un juge écrit une opinion dissidente, elle est en général de quelques pages. Là, c'est une opinion dissidente extrêmement longue, détaillée, motivée, circonstanciée, et dans lequel il parle d'acrobatie juridique de la part de ses deux collègues pour essayer de tordre le cou au droit, pour essayer malgré tout d'imposer la compétence de la Cour. Alors je rappelle que la décision de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale est une décision qui statue que la Cour pénale a compétence.
Cela ne veut pas dire qu'il faut ouvrir une enquête. Ça veut dire qu'il y a la compétence, puisque la question qui lui a été posée était est-ce que la Cour est compétente pour connaître les infractions présumées de droit humanitaire international dans les territoires palestiniens à partir de 2014. Et donc la réponse est oui. Maintenant, ça retourne au bureau du procureur qui doit décider si oui ou non elle ouvre une enquête sur la base des éléments qui lui ont été apportés et des premières investigations qu'elle a pu mener. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire que si la procureure s'est adressée à la Chambre pour demander si la compétence s'exerçait ou pas, c'est qu'elle a l'intention d'ouvrir une enquête. Mais les choses sont un peu différentes dans la mesure où la logique ne s'applique pas forcément. Secondo, la procureure est en fin de mandat, elle doit terminer ses fonctions au mois de juin, et il est possible qu'elle décide, compte tenu justement du fait qu'elle a demandé à la Cour une clarification et elle a reçu une réponse qui est tout sauf une clarification. Bien sûr, nos adversaires courent aujourd'hui pour dire que la Cour pénale met un terme à l'impunité d'Israël, etc., tout ce que vous avez pu entendre depuis 3 jours, mais il n'en demeure pas moins que la réponse de la Cour est tout sauf une clarification, puisqu'il y a une majorité qui s'est établie sur 3 juges, 2 juges sur 3, mais il y a malgré tout une très forte controverse, puisque le président de la Chambre préliminaire a décidé d'écrire cette opinion dissidente en mettant en avant ces éléments extrêmement inquiétants, extrêmement discordants par rapport à la position que la Cour a prise. Donc, nous attendons de voir comment les choses vont se passer à la Cour pénale. Bien entendu, nous rejetons cette décision qui est inacceptable parce que un des principes fondamentaux de la justice pénale internationale est basé sur l'élément de la subsidiarité. C'est-à-dire que cette Cour a été créée pour empêcher l'impunité pour les atrocités de masse, pour les crimes de génocide, des crimes contre l'humanité qui peuvent être perpétrés et dont les auteurs ne seraient pas poursuivis, soit parce qu'ils se trouvent dans des pays qui n'ont pas la capacité juridique, soit parce qu'ils se trouvent dans des pays qui ne veulent pas utiliser leur système de droit pour les poursuivre. Autrement dit, des pays défaillants. Or, on peut accuser Israël de beaucoup de choses, mais certainement pas de la défaillance de sa justice. Nous sommes un État de droit fort, connu, reconnu, et considérer qu'Israël ne poursuivrait pas des infractions qui auraient pu être commises par rapport au droit international, c'est en fin de compte une véritable infamie, parce que vous le savez, notre armée est sans aucun doute une des armées les plus morales au monde. Nous avons un code moral extrêmement élevé, avec des normes extrêmement élevées. Si vous voulez, on en parlera plus dans le détail tout à l'heure. Donc c'est une décision de plus qui déshonore cette institution et qui déshonore les pays qui l'ont soutenue. Nous essayons aujourd'hui de faire passer ce message auprès de nos partenaires, des pays membres de la Cour pénale internationale, pour qu'après cette première ignominie, nous ne nous retrouvions pas dans une situation absolument intolérable dans laquelle une enquête serait ouverte contre des citoyens israéliens en dépit du bon sens, en dépit du droit, en dépit de la logique, en dépit de tous ces principes qui normalement auraient dû conduire à un peu plus de discernement de la part de ces juges de la Cour pénale internationale si leur décision avait été véritablement juridique et non pas politique. Mais vous savez, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien comment ça se passe dans les organisations internationales. J'ai reçu ces jours-ci des dernières statistiques vous savez, il y a des organismes qui traitent de la manière dont Israël est couvert dans les organisations internationales, notamment les organisations onusiennes. Alors, par exemple, on a fait la statistique depuis 2015. Combien de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU ont condamné un certain nombre de pays. Donc, on a pris une dizaine de pays. Alors, Israël est évidemment en tête, 112 résolutions depuis 2015, donc en 6 ans, 112 résolutions ont condamné Israël. Combien ont condamné l'Iran? 5. Combien ont condamné la Corée du Nord? 6. Combien ont condamné la Syrie? 8.
Combien ont condamné la Russie? 12. Combien ont condamné des pays comme la Libye, la Chine? 0. Le Pakistan, 0. Le Venezuela, 0. Le Qatar, 0. La Turquie, 0. Le Zimbabwe, 0. Je vous fais grâce d'autres pays. Une autre statistique, juste pour montrer l'ampleur des dégâts, si je puis dire, de la situation absolument intolérable qui se passe dans les organisations internationales. Vous savez que l'ONU a créé en 2006 un Conseil des droits de l'homme qui se trouve à Genève. Donc de 2006 à aujourd'hui, en 15 ans, nous représentons un peu plus de 50% des résolutions que ce Conseil a prises. Israël, un tout petit pays au monde, a été l'objet de plus de 50% des résolutions qui ont été prises par le Conseil des droits de l'homme. Et juste, encore une fois, je ne vais pas jouer, 90 résolutions ont touché Israël, ont condamné Israël, 0 ont touché la Chine, 13 résolutions pour la Corée du Nord, 0 pour le Zimbabwe, etc., etc., etc. Donc, on voit bien combien il n'y a rien à attendre des organisations internationales, mais il est absolument regrettable que la Cour pénale internationale, qui est une institution honorable, qui aurait dû être une institution honorable, se fourvoie aujourd'hui pour se lancer dans cette entreprise politique de délégitimation d'Israël. Voilà, je voudrais terminer ces quelques mots là-dessus et peut-être laisser les questions permettre de toucher à d'autres sujets. Je vous remercie. Merci Daniel, c'était un propos très éclairant et effectivement, peut-être pour rebondir d'abord sur ton dernier point sur la stigmatisation dont Israël fait l'objet dans les organisations internationales, nous en avons malheureusement parfaitement conscience au CRIF, nous nous sommes mobilisés sur la question puisque nous avons participé il y a 2-3 ans à une manifestation devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, dans lesquelles nous avons porté fort notre émotion face à cette discrimination systématique d'Israël dans ces instances. Alors peut-être une première question qui porte sur les relations entre la France et Israël. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur le rapport qu'entretient, on va dire, l'administration Macron face à Israël? Pour être totalement transparent, de notre côté, nous étions partagés entre l'idée qu'un président d'une nouvelle génération allait être capable de dépasser l'héritage historique du Quai d'Orsay et en même temps un ancrage qu'on a senti tout de suite très fort dans les pas sur les questions internationales, peut-être d'héritiers de personnalités comme Villepin ou autres. Donc, quel est un peu ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que tu as vu les choses évoluer ces derniers mois et qu'est-ce que tu attends des relations avec la France sur 2021? Et puis voilà, ce sera pour la première question. Je laisserai ensuite mes collègues de la commission poser les questions suivantes. En toute transparence, nous avons de bonnes relations avec la France. Alors, je sais que ça semble être une formule toute faite. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une formule toute faite. D'abord, il y a eu la visite du président. L'année 2020 s'est ouverte avec la visite du président. Ce n'était pas une visite bilatérale, traditionnelle, classique, comme nous avons pu en connaître par ses prédécesseurs depuis la visite historique du président Mitterrand en 1982. Mais c'était une visite importante. Elle était dans le cadre, vous vous souvenez, du Forum mondial de la Shoah à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz l'année dernière à Jérusalem, aux côtés de 17 autres chefs d'État et de gouvernement. Mais cette visite a quand même été particulièrement marquante parce que d'abord, le président a eu des propos dans la continuité de ceux qu'il a eus auprès de vous, d'ailleurs, à partir de son élection, lorsqu'il s'était rendu les 2 précédentes fois au dîner du CRIF et lors des rencontres régulières qu'il a avec votre organisation, des propos très clairs, inéquivoques sur la question de l'antisémitisme et sur le lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est une marque extrêmement importante que l'on doit retenir parce qu'aucun autre président n'avait été aussi clair que lui sur cette question. Il a répété à Jérusalem des propos absolument fermes, clairs, sans équivoque. Le deuxième élément est lié au fait qu'il
il a eu des gestes très forts. Il a posé des gestes très forts pendant cette visite. Il s'est rendu à Jérusalem, il a visité la vieille ville de Jérusalem, il s'est rendu au Kotel, aux côtés du président Khalifa d'ailleurs. Il a rencontré des soldats, il a salué des soldats. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs d'origine française. Il était accompagné de l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Vous savez, ce sont des petits gestes. Ce n'est pas seulement une petite nuance. C'est beaucoup plus important que cela, parce que vous connaissez la formule selon laquelle la France ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem, et donc normalement son ambassadeur ne doit pas, l'ambassadeur bilatéral ne doit pas se rendre dans la partie est de Jérusalem, ce qu'on appelle, ce que la communauté internationale aime à appeler la partie est de Jérusalem, etc. Je vous fais grâce de tous les détails, vous connaissez ça parfaitement. Donc il y a, je crois, chez le président Macron une attitude absolument claire, absolument ferme et très courageuse sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, et notamment de la forme moderne de l'antisémitisme qu'est l'antisionisme. Il avait exprimé, vous vous souvenez, il l'avait exprimé la première fois en juillet 2017, lorsqu'il avait accueilli le Premier ministre d'Israël et qu'il avait invité à la cérémonie de l'anniversaire de la rafle du Veldiv. C'était déjà des propos très clairs. Il les a répétés par la suite auprès de vous lorsqu'il était venu vous voir, notamment au dîner du CRIF en 2018. Et ensuite, il a également œuvré pour que la définition opérationnelle de l'IRA, de l'Alliance internationale de la mémoire de l'Holocauste, qui est, vous le savez, la définition qui permet d'établir le lien étroit entre l'antisionisme et l'antisémitisme, eh bien, il a été à l'origine sur ses instructions et à son initiative que cette définition a été adoptée par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. La France est un des rares pays membres de l'IRA et membre de l'Union européenne qui a adopté solennellement cette résolution dans le cadre de son Parlement. Et vous le savez, depuis quelques semaines, nous avons réussi en collaboration avec le CRIF, quand je parlais en introduction de travail commun que nous menons, voilà, nous avons pu faire en sorte que cette résolution soit maintenant également adoptée au niveau des pouvoirs locaux. C'est extrêmement important, ce sont des symboles, ce sont des messages très clairs qui sont lancés. La municipalité de Nice l'a validé à l'unanimité, y compris par les partis d'opposition, le lendemain du 27 janvier, le 28 janvier dernier. Et la semaine dernière, vous le savez, la mairie de Paris, le Conseil de Paris, sous la houlette de la maire Anne Hidalgo, l'a également adopté. Et nous avons d'autres projets tout au long de l'année 2021 pour que cette résolution puisse continuer d'être adoptée. Donc, sur ce plan, il y a quelque chose de très fort entre nos deux pays. D'ailleurs, sous la houlette du président Macron, il y a également un dialogue institutionnel qui s'est établi entre nos deux pays sur la question de l'antisémitisme. Des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la diaspora en Israël viennent régulièrement à Paris. Bon, évidemment, l'année 2020 a été compliquée à cause du Covid, mais il y a maintenant un dialogue entre la DILCRA, l'ambassadeur chargé de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme au Quai d'Orsay et d'autres fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Il y a un dialogue institutionnel qui s'est établi. C'est quelque chose de très important. Sur les questions politiques liées à l'actualité régionale, rien n'a fondamentalement changé. Nous restons dans l'optique que vous connaissez. Les positions françaises n'ont pas fondamentalement évolué, mais elles n'ont pas non plus négativement évolué. Il y a un dialogue permanent. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai expliqué que je partirai un petit peu plus tôt de ce zone parce que nous avons, malgré les difficultés de transport, nous avons la visite à Paris du directeur politique des affaires étrangères israélien qui est là, qui a réussi à venir je n'ai pas encore compris comment il a réussi à venir, mais il a réussi à venir. Et qui a eu toute la journée et qui continue ce soir encore à avoir des entretiens avec la partie française, notamment sur la question iranienne, notamment pour essayer de coordonner nos positions par rapport à ce qui pourrait se passer avec la nouvelle administration américaine. Donc c'est pour dire qu'il y a une qualité de dialogue, notamment sur les questions stratégiques, qui est très importante et qui est très positive et qui est très appréciée du côté israélien. Merci Daniel pour ces propos rassurants. Alors, on va prendre les questions des membres de la commission. Je vois que… Alors, si tu permets, Jonathan, juste un mot.
Juste un mot pour dire à l'ensemble des gens qui assistent à cette commission que nous n'avons pas tellement de temps. Et si nous voulons entendre le maximum de réponses aux questions qui vont être posées, il faut que les questions soient brèves. Alors, soyez gentils de lever la main à travers l'écran. C'est très facile sur votre appareil de lever la main. Là, je vois que Gérard Inger a déjà demandé la parole. Ensuite, on aura Jean-François Gutmann. Et puis, inscrivez-vous. Allez, Gérard, et puis… Bon, je vais être bref. Bonsoir et merci, monsieur l'ambassadeur. C'était très clair et précis. Une simple nuance, Israël a beaucoup progressé au sein des organisations internationales et notamment de l'ONU, puisqu'actuellement, elle préside ou est membre plus qu'actif de l'exécutif de certaines commissions. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Il ne faut pas tout mettre, tout voir au travers au travers du prisme de la Commission des droits de l'homme. Ma question porte sur la question palestinienne. On a eu l'impression qu'au cours des derniers mois, le gouvernement israélien a tenté de mettre sous le tapis la question palestinienne. Les accords d'Abraham dépassent largement ce cadre. Ils sont brillants et utiles à Israël. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais il y avait peut-être l'espoir chez certains dirigeants israéliens que la paix contre la paix se ferait sans que la question palestinienne revienne sur le devant de la scène. Or, la décision de la CPI l'a fait revenir sur le devant de la scène, l'administration américaine l'a fait revenir sur le devant de la scène, même si ce n'est pas un dossier prioritaire pour l'administration américaine, et l'Europe n'a jamais changé d'avis sur la question des deux États. Comment voyez-vous le traitement de la question palestinienne dans cette configuration, avec en plus des élections prévues au mois de mai? Je vous remercie de votre question. Vous savez, on parle beaucoup de la nécessité de changer les disquettes. Vous avez entendu cette expression à plusieurs reprises, elle est à la mode. On appelle le Quai d'Orsay, on appelle les Européens, on nous appelle nous aussi les Israéliens à changer les disquettes sur le conflit du Proche-Orient parce que 73 ans sont passés et parce que ce serait une utopie de considérer que ces discours et ces phrases toutes faites que l'on prononce depuis tant et tant d'années, vous connaissez la formule, la reconnaissance d'Israël dans des frontières sûres et reconnues, etc., etc., etc. Tout ceci n'a plus lieu d'être parce que les choses ont changé sur le terrain. Alors, dans le cadre des paradigmes qu'il faut changer, je crois que ce qui s'est passé pendant l'année 2020 montre que deux paradigmes fondamentaux étaient faux. Le premier, c'était celui qui constituait à dire que tant qu'il n'y aura pas la paix avec les Palestiniens, il n'y aura pas la paix avec le monde arabe. La preuve est qu'il n'y a pas la paix avec les Palestiniens et nous avons réussi à faire la paix avec plusieurs des pays arabes et pas les moindres, ces pays. Bien sûr, pour des raisons de convergence d'intérêts, bien sûr à cause du schisme qui s'est établi au sein du monde arabo-musulman entre les sunnites et les chiites, bien sûr à cause de la menace iranienne, bien sûr à cause de plusieurs… Mais voilà, la preuve est que ce paradigme n'est plus d'actualité, que des accords de normalisation, des accords de coopération, des accords de collaboration, des engagements très concrets sont pris entre un certain nombre de pays du monde arabe et ça va sans doute continuer avec Israël alors que la question palestinienne n'est pas tranchée. Deuxième paradigme qui répond peut-être en partie à la question que vous posez, qui est au cœur du problème palestinien, qui est au cœur du conflit avec les Palestiniens, c'est de considérer que l'élément fondamental du conflit israélo-palestinien est l'élément territorial. C'est ce paradigme-là que nous devons briser comme nous avons brisé le premier. Parce que le cœur du conflit entre les Palestiniens et nous n'est pas territorial. Évidemment que la question territoriale est importante. Évidemment qu'elle est une question qu'il va falloir régler. Mais pour pouvoir la régler, il faut régler la question qui, elle, est au cœur de ce conflit et qui est la reconnaissance de nos légitimités réciproques, qui est au cœur de ce conflit. Tant que les Palestiniens n'accepteront pas de revenir à la table de négociation pour accepter la légitimité d'Israël, vous savez, on a beaucoup critiqué la loi sur l'État juif, la loi fondamentale qui a été votée sur l'État juif, mais c'est une loi qui répond exactement à l'attente de ce conflit pour pouvoir répondre à ce conflit, parce que le différend que nous avons avec les Palestiniens n'est pas telle ou telle frontière, n'est pas l'étendue de telle ou telle, parce que nous savons depuis 1967
Nous savons qu'il y a eu toutes sortes de tentatives, toutes sortes de propositions qui ont été faites par les gouvernements israéliens différents. Je ne vais pas refaire l'historique aujourd'hui. Et pourtant, nous n'avons pas réussi à régler ce conflit. Parce que le cœur du conflit est l'acceptation par la partie palestinienne de la légitimité de l'État d'Israël sur quelque frontière que ce soit. Vous savez, lorsque je fais des conférences devant des jeunes qui sont nés après 1967 et que je rappelle qu'entre 1948 et 1967, il y avait déjà le conflit, mais que ces territoires n'étaient pas israéliens, ces territoires étaient sous souveraineté arabe. Non seulement ils étaient sous souveraineté arabe, mais une partie d'entre eux, en tout cas de la Cisjordanie, avait été annexée purement et simplement par la Jordanie. Ils ne veulent pas me croire. Vous savez que le plus grand allié que j'ai, c'est les smartphones, parce que grâce aux smartphones, ils peuvent aller sur Google, ce que je les invite à faire, et ils vont vérifier que je ne mens pas. C'est une aberration à leurs yeux, puisqu'on leur répète depuis 50 ans que le problème, c'est l'occupation. Et on leur montre que quand il n'y avait pas l'occupation, il y avait déjà un problème. Donc, c'est ce second paradigme qui est aujourd'hui au cœur du défi pour la résolution du conflit. Si nous arrivons à briser ce second paradigme, comme nous avons brisé le premier paradigme, alors je crois que nous ferons un grand pas vers la paix. Mais la décision de la CPI fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour essayer de nous aider à briser ce paradigme. Ceux qui prétendent aider les Palestiniens, ceux qui prétendent soutenir la cause palestinienne, ceux qui prétendent soutenir la paix au Proche-Orient font exactement le contraire, parce que la décision de la CPI ne peut que polariser les tensions, ne peut que les accroître, que les attiser, au lieu d'inscrire dans les faits ce qui existe depuis quelques mois, ce qui n'a pas existé au Proche-Orient depuis plus de 20 ans, à savoir une dynamique de réconciliation. Je n'aime pas employer des mots trop grandiloquents, mais incontestablement, depuis quelques mois, il y a un vent au Proche-Orient qu'il n'y a pas eu depuis plus de 20 ans, un vent de réconciliation. Vous savez, il y a des images magnifiques. Mais mon collègue qui est arrivé il y a quelques semaines à Rabat pour mettre en place l'ouverture de l'ambassade, avec qui nous parlons régulièrement, puisque le back-office se trouve à notre ambassade à Paris. Tous les jours, il n'a pas de mots pour décrire l'accueil qui lui est réservé. Les Marocains sont particulièrement heureux de voir le rétablissement de ces relations et l'ouverture d'une ambassade. Hier soir, les 12 diplomates marocains qui vont constituer le premier noyau de l'ambassade sont arrivés par la Jordanie, ils ont atterri à Amman et ils sont arrivés par le pont Lembi en Israël. Ils ont été accueillis en fanfare. Ils ont été tout de suite conduits à l'hôpital Hadassah pour recevoir le vaccin parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, parce qu'il n'y a qu'en Israël qu'on se vaccine, malheureusement. Vous connaissez la formule, j'ai lu quelque part que le pays au monde où le plus d'Arabes ont été vaccinés, c'est en Israël. Ces 12 diplomates marocains, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller se faire vacciner. Ils ont été accueillis en fanfare, ils ont été accueillis avec joie, avec allégresse, parce que c'est ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Et la CPI, au lieu d'applaudir, au lieu de soutenir, au lieu d'accompagner, c'est une institution internationale de premier plan, elle vient, par une décision totalement illégitime, accroître les tensions, les polariser et provoquer et encourager des rédentismes. Donc voilà pourquoi sur ce volet de la relation israélo-palestinienne, les choses ne pourront pas avancer tant qu'on ne brisera pas ce paradigme. Alors, une question de Jean-François Gutmann. Alors, une petite question, une un peu plus longue. La petite, quand j'ai pris mon smartphone, j'ai vu que le nom du juge français à la commission préliminaire, Marc Perrin de Brichambault, conseiller d'État, ancien directeur des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Est-ce quand dans un triangle de 3 magistrats de la Cour pénale internationale, est-ce que le magistrat vote à titre personnel ou est-ce qu'il vote au nom d'un pays? Et est-ce que c'est une instruction gouvernementale française ou est-ce que c'est l'opinion personnelle du juge Perrin de Brichambault? Voilà la question ponctuelle. Le second point, en décembre 2019, on avait été en voyage du CRIF en Israël, on a été reçus à Jérusalem à la fois conjointement par le consul général et par l'ambassadeur. Et l'ambassadeur nous a dit, depuis quelques mois que je suis en poste à Tel Aviv, je passe mon temps à faire des notes au Quai d'Orsay pour dire qu'ils ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, et notamment, et à la limite, que le sujet, de son point de vue, pour le Quai d'Orsay, c'est même pas tellement Israël, que le Liban. Et alors,
Aujourd'hui, vous avez évoqué la qualité de vos relations avec l'administration française, le Quai d'Orsay. On voit bien que le président Macron semble s'être empêtré au Liban dans la relation et avec le Hezbollah. Est-ce que vous sentez un point d'attaque? Comment vous voyez les choses de votre point de vue dans vos relations avec le Quai? Alors, sur la première question, les juges sont des juges indépendants. Donc, les juges à la Cour pénale internationale ont des nationalités propres, mais ils ne représentent pas leur pays. Ceci dit, alors vous avez rappelé le passé du juge français Perrin de Brichambaut. Vous avez juste oublié de signaler qu'il a été le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Claude Chesson. Je ne sais pas si cela est suffisamment éloquent. Ça vous parle. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'ils représentent leur État? Non, la réponse est non. Ils sont de nationalité, ils apportent leurs compétences et leur expertise et non pas la dimension politique de l'État dont ils ont la nationalité. Ceci dit, je constate que dans le cadre de la procédure de la Chambre préliminaire, les pays membres de la Cour pénale internationale avaient la faculté, donc ils pouvaient, ce n'était pas obligatoire, ils avaient la faculté de déposer une opinion avant pour éclairer la Cour. Certains pays ont décidé de le faire. La Hongrie l'a fait, le pays de la nationalité du juge Kovacs. La Tchéquie l'a fait, la Pologne l'a fait, l'Allemagne l'a fait, l'Australie l'a fait, le Canada l'a fait. C'est-à-dire que des pays ont décidé de déposer des mémoires pour dire qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de compétence à la Cour. Et je constate que la position, notamment l'opinion dissidente que le juge Kovacs a écrite, est extrêmement similaire à la position que son pays a prise. Donc, je vous laisse juge de savoir si la position du juge Perrin de Brichambaut est similaire à celle que son pays aurait pu prendre ou pas. Je ne réponds pas à la question, je vous laisse deviner. En ce qui concerne votre deuxième question, je n'arrive pas à me relire, excusez-moi. Rappelez-moi en un mot. Je disais que vu de l'ambassadeur de France à Tel Aviv, l'évolution des choses au Moyen-Orient et au regard de la politique française du Quai d'Orsay était principalement orientée sur ce qui allait se passer au Liban. Oui, voilà. Et donc la relation Hezbollah. Vous savez, la relation, quand j'ai évoqué des relations que nous avons à la question sur la qualité de la relation bilatérale, il y a de très fortes divergences sur les questions régionales. Donc, ce n'est pas un secret. La France ne voit pas les choses sur le même œil. Nous avons des controverses profondes sur les questions régionales, sur les questions palestiniennes, sur les questions du Liban, etc. Quand je parlais de la qualité de la relation bilatérale, c'est parce que nous essayons, et je trouve que depuis l'administration du président Macron, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que nous essayons de faire en sorte que les relations bilatérales que nous pouvons avoir en tant qu'État sur des sujets qui ne touchent pas aux polémiques et aux controverses des sujets régionaux puissent avancer, pour qu'il n'y ait pas une influence de l'un sur l'autre, que les divergences sur le multilatéral ne puissent pas impacter la qualité de la relation bilatérale. Et je trouve que ces dernières années, notamment grâce aux efforts aussi de l'ambassadeur Éric Danon à Tel Aviv, je trouve qu'il y a une très nette amélioration, une très nette volonté de la partie française d'essayer de préserver, de mettre de côté, de ne pas laisser influencer l'un par l'autre, de manière à ce que nous puissions conserver une qualité de dialogue important entre nos deux pays. Je pense notamment à des sujets comme des sciences, la médecine. Il y a quelques semaines, j'ai organisé avec mon collègue à Tel Aviv, avec l'ambassadeur Danon, nous avons pris l'initiative tous les deux d'organiser un dialogue entre nos deux ministres de la Santé. C'était passionnant, une réunion très importante qui a débouché sur des choses très concrètes, puisqu'il y a maintenant des petits comités d'experts qui se réunissent pour retenir les leçons des uns des autres, parce que nous apprenons aussi beaucoup des Français. Ce n'est pas dans un seul sens, c'est vraiment mutuel. Nous allons la semaine prochaine ouvrir des négociations sur le passeport vert. Nous avons décidé j'ai vu que le député Meir Habib a
a publié tout à l'heure qu'il avait convaincu le Premier ministre de lancer, mais ça fait déjà plus de 3 semaines que les choses ont été établies. Nous avons décidé d'ouvrir des négociations sur le passeport vert. La partie française est même prête, dans un premier temps, à ce qu'il n'y ait pas de mutualité compte tenu du retard pris en France par la vaccination. Donc, la partie française nous a même exprimé sa disposition à envisager un accord qui ne toucherait dans un premier temps que les Israéliens qui puissent venir en France. Bref, il se passe des choses entre nos deux pays. Nous avons un comité, un haut conseil des relations bilatérales dans le domaine scientifique, technologique et industriel qui se réunit régulièrement avec beaucoup d'avancées. Nous avons une excellente coopération dans le domaine spatial entre le CNES en France et l'Agence spatiale israélienne. Vous savez qu'il y a 3 ans, un satellite commun a été lancé, qui continue à travailler, qui apporte énormément de résultats dans le domaine de l'investigation et de l'observation environnementale. Donc, bref, nous avons énormément de sujets de coopération entre nos deux pays que nous essayons, avec beaucoup de succès, je dois le dire, de préserver pour empêcher les motifs de controverse qui existent sur les sujets régionaux et notamment sur la question du Hezbollah, notamment sur la question libanaise, dans laquelle il y a et ça rejoint un peu aussi les nuances qu'il y a entre nos deux pays sur la question iranienne. Est-ce que nous sommes partisans on dit souvent qu'Israël est partisan de la manière forte. Ce n'est pas que nous aimons la force, mais nous pensons que dans cette région, les messages d'apaisement peuvent être pervertis et peuvent être ressentis comme des messages, ou perçus, pardon, comme des messages de faiblesse. Vous connaissez l'exemple que nous avons toujours pris. Nous pensons, la plupart des observateurs, pas seulement israéliens, pensent que la seconde intifada, que l'échec des négociations de Camp David en 2000, à l'été 2000, sont la conséquence du retrait israélien unilatéral du Liban en mai 2000. Lorsque Israël s'est retiré du Liban sans aucune concession, sans aucune espèce d'accord avec le Liban, sous la houlette du Premier ministre Barak, et que par la suite, des Palestiniens, et notamment le leader de l'époque, Yasser Arafat, avaient perçu ce message qui était un message d'apaisement, un message de paix, un message de conciliation, un message de réconciliation. Il l'avait perçu comme étant un message de faiblesse, et c'est la raison pour laquelle il avait eu l'attitude qu'il avait eue à Camp David et ensuite lancé la seconde intifada. Donc voilà pourquoi, entre les Français et nous sur la question du Hezbollah, il y a une très forte différence parce que nous pensons sincèrement que des messages d'apaisement, des messages de conciliation peuvent, dans cette région, être perçus comme des messages de faiblesse. J'ai l'habitude de citer souvent le Premier ministre Zichrono Livracha, Yitzhak Rabin, qui avait l'habitude toujours de dire, je ne sais pas pourquoi, mais il avait toujours l'habitude de dire que nous n'avons pas pour voisins la Belgique et le Luxembourg. Je ne sais pas pourquoi, il avait pris cet exemple, il le répétait inlassablement. Il disait toujours, si nous avions comme voisins la Belgique et le Luxembourg, nous agirions autrement, mais nous avons pour voisins des pays et des organisations terroristes avec lesquels nous devons faire preuve de fermeté et utiliser aussi la force par manque de choix. Deux questions rapides qui nous sont remontées par écrit. La première sur ce que sont tes attentes du CRIF. Qu'est-ce que tu attendrais du CRIF ou dans quelle mesure nous pourrions être utiles aux côtés de l'action menée par l'ambassade elle-même. Et puis, deuxième chose, une question autour de BDS. On a le sentiment que BDS, bon an, mal an, malheureusement, continue à gangréner les consciences en France. Est-ce qu'il y a des actions israéliennes prévues de communication à ce sujet? Est-ce qu'il y a des choses là aussi que nous puissions faire ensemble pour lutter contre BDS? Alors, je commence par la question sur le BDS. C'est agaçant, c'est permanent, c'est énervant, mais je ne crois pas que le BDS gangrène, je ne crois pas que le mot soit juste, je ne crois pas que le BDS gangrène l'action publique en France. Je vous donne un exemple. Il y a eu ces affaires des panneaux qui ont été vus, les panneaux Deco qui ont été utilisés à Toulouse et à Paris notamment. Alors, j'ai reçu il y a quelques jours les rapports que l'entreprise Deco a diligentés. Ils ont 3600 panneaux à Paris. Il y en a eu, le premier samedi où c'est arrivé, il y en a eu 4 qui ont été violés. Et la deuxième fois, il y en a eu 3. Donc, c'est vrai que nous sommes subjectifs.
Et nous avons tous, quand on voit ces images, on a le sentiment que le BDS est en train de conquérir la France et que les esprits sont en train de flancher. Très sincèrement, il faut savoir raison garder. Il y a une action du BDS qui est intolérable, il y a une action du BDS qu'il faut combattre, contre laquelle il faut résister. Mais je crois que j'ai servi dans d'autres pays en Europe et je peux vous dire, et je vais peut-être aussi rejoindre la première question, en partie la première question que tu m'as posée, je dois reconnaître que vous avez ici, notamment au travers du CRIF, une communauté extrêmement bien organisée. Je sais l'action que vous menez, je sais que j'ai aperçu tout à l'heure Maître Markevitch aussi parmi les auditeurs. Donc je sais qu'il y a une très forte mobilisation, un très fort engagement pour lutter contre le BDS. Vous gagnez des points, vous marquez des points. On parlait tout à l'heure de la qualité de la relation bilatérale. Je rappelle que la France est le seul pays d'Europe qui a une législation anti-boycott qui s'applique au boycott d'Israël, qui pénalise le boycott d'Israël. Je rappelle également qu'il y a eu au mois de juin dernier une décision déplorable de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour des jugements qui avaient été prononcés contre des militants du BDS, et que malgré cette décision qui aurait pu, on a craint à un moment donné, on a craint que la France se saisisse de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour revenir en arrière et pour revisiter sa législation, en tout cas essayer de l'édulcorer, mais ça n'a pas été le cas. Et il y a eu une nouvelle circulaire signée par le nouveau ministre de la Justice qui confirme la position française dans ce domaine. Et on montre bien d'ailleurs à cet égard que l'activité du BDS en France reste une activité illégale. Et comme je le disais tout à l'heure, pour répondre à la première partie de la question que tu as posée, on a bien vu à ce moment-là la coopération totale entre l'ambassade et le CRIF qui a permis de combiner nos efforts et d'obtenir les résultats escomptés que peu jugé probable au début du mois de juillet, du mois d'août. Certains d'entre vous qui ont participé aux réunions que nous avons menées n'étaient pas très optimistes sur la question, et pourtant, nous avons réussi parce que je crois qu'il y a une très belle mobilisation de la communauté, il y a une très forte expérience que le CRIF a. Vous pouvez être fier de votre organisation. Je ne le dis pas parce que je suis en face de vous. Vous pouvez être fier, vous avez une organisation efficace, qui fonctionne bien, avec une véritable expertise politique et qui permet, je crois, une représentation très, très honorable de la communauté au plan politique. Donc voilà, c'est un peu les choses que je voulais dire sur ces deux questions. Merci Daniel pour ces mots sur les je crois qu'il y a Bernard. Il y a Bernard Cornebroda que je vois lever la main. Ouais. Allez, vas-y Bernard, c'est à toi. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour mes amis de la Commission. Je remarque quelque chose d'assez particulier. Israël et la France sont toujours d'accord sur des points scientifiques, technologiques, des choses qui touchent le social, mais rien lorsqu'il y a un sujet qui touche à l'international, la France fait abstention ou vote contre. Pourquoi ? Est-ce que vous avez bien compris ma question? Je l'ai très bien compris. Alors, je n'ai pas de réponse. J'ai des éléments de réponse. Je me suis penché sur… Francis a eu la gentillesse, quand il m'a présenté, de rappeler que j'ai déjà servi en France dans le passé. Et vous le savez, en tout cas certains d'entre vous le savent, je suis moi-même né en France, je suis d'origine française, donc j'ai toujours été passionné par la relation bilatérale entre nos deux pays, puisque j'ai le privilège, et vraiment, il n'y a pas d'autre mot, le privilège et la chance de pouvoir représenter Israël aussi ici en France. Et j'essaie de comprendre la nature même de la relation qu'il y a entre la France et Israël. C'est très profond. L'année dernière, en 2019, enfin il y a 2 ans maintenant, en 2019, nous avons célébré les 70 ans de relations diplomatiques entre la France et Israël, puisque vous le savez, la France a reconnu de jure Israël en janvier 1949 seulement. Et à cette occasion, on a eu plusieurs événements, et j'ai été souvent invité pour faire des conférences sur les 70 ans de relations diplomatiques avec Israël.
Et j'ai essayé de comprendre, d'analyser. Je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai essayé d'aller le plus loin possible pour essayer de comprendre ce qui fait le cœur des relations entre la France et Israël et de répondre à les questions que vous posez. Ce sont des relations très anciennes. La France a vis-à-vis du Levant, vis-à-vis de cette région du monde, des relations très anciennes. Je vais pas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer maintenant dans cet exposé, mais il faut aller très loin pour comprendre l'engagement de la France au Levant. Il faut aller très très loin. J'estime que ça commence pratiquement avec les premières croisades et à Saint-Louis. Il y a toujours eu, la France a toujours eu, pour toutes sortes de raisons, notamment religieuses, mais pas seulement, un engagement très précis sur cette région du monde, ce que seuls les Français d'ailleurs appellent le Levant, hein, cette région qui représente plus ou moins des pays, le Liban, Israël, l'autorité palestinienne et l'Égypte. C'est cette partie du monde, cette partie de l'Est de la Méditerranée pour laquelle la France est toujours engagée, au départ pour des raisons religieuses et puis ensuite pour des raisons économiques, commerciales, politique. À l'époque, on n'appelait pas ça géopolitique, on disait des relations stratégiques. À partir du début du 19e siècle, la France a été présente par le biais d'accords qui ont été signés. À l'époque de l'Empire ottoman, le seul pays extérieur avec lesquels, sur cette région du monde, et notamment sur ce qui représente à l'époque Israël d'aujourd'hui, le seul pays avec lequel des accords avaient été signés, et je parle d'accords qui ont été signés à la fin du XVIIe siècle, c'était avec François Ier et Soliman le Magnifique, sur la protection des lieux saints chrétiens en Terre Sainte, etc., etc., etc. Donc, il y a quelque chose de très profond qui explique pourquoi la France continue à vouloir jouer un rôle particulier. Je vous invite, par exemple, je vous donne une toute petite anecdote, la loi de 1905 sur la laïcité, sur la séparation entre l'Église et l'État, n'a qu'une seule exception, c'est le consulat général de France à Jérusalem. Je ne sais pas si vous le savez, la loi de 1905 a prévu le principe de la laïcité des fonctionnaires de l'État, à l'exception du consul général de France à Jérusalem, qui doit être impérativement de confession catholique, apostolique, romaine. Parce que, en fonction des accords qui sont toujours en vigueur du point de vue français, le consul général de France à Jérusalem ne prend ses fonctions qu'après une messe d'intronisation au Saint-Sépulcre. Donc, cela montre bien qu'à toutes les époques, il y a quelque chose de très profond par rapport à Israël, par rapport à la Terre Sainte et par rapport à Jérusalem en particulier. Je rappelais tout à l'heure la reconnaissance de juré entre la France et Israël. Elle n'est intervenue qu'en janvier 1949, uniquement parce que entre le 15 mai 48, date de la déclaration d'indépendance, et janvier 49, il a fallu plusieurs mois de négociations pour que le gouvernement provisoire israélien accepte de donner des garanties à la France sur le statut de Jérusalem. Et je rappelle qu'à cette époque, Jérusalem-Est, comme on dit, n'était pas entre nos mains. Mais la France avait exigé que nous donnions des garanties sur l'accès au lieu saint à Jérusalem, même pour ceux qui n'étaient pas dans la partie Est. C'est ce qui avait reculé la reconnaissance de juré d'Israël. Donc il y a une, je ne veux pas dire obsession, mais une permanence de la position française par rapport au Levant et par rapport à la Terre Sainte et à Israël en particulier, qui explique pourquoi ces controverses ont beaucoup de mal à être surmontées. Alors évidemment, depuis le tournant des années 60, il y a tout ce que vous savez, la décolonisation, la volonté de la France d'essayer de retrouver sa place au sein du monde arabo-musulman et du monde arabe en particulier, etc., etc., et qui explique pourquoi les paradigmes que nous évoquions tout à l'heure par rapport notamment à la question palestinienne ont du mal à être surmontés, mais je ne doute pas qu'ils seront surmontés. Parce que quand on parle avec nos amis français aujourd'hui de manière officielle, je crois que personne ne peut vraiment envisager, personne ne peut sérieusement envisager au Quai d'Orsay qu'Israël va renoncer à Jérusalem. Lorsque je rencontre mes collègues du Quai d'Orsay, je leur pose la question, je leur dis, pensez-vous vraiment qu'un gouvernement israélien, quel qu'il soit, va renoncer à Jérusalem? Quand vous continuez à parler de Jérusalem, capitale de deux États, vous n'avez pas le sentiment de dire une chose absurde. Est-ce que vous pensez sincèrement que Jérusalem, qu'un gouvernement israélien, quel qu'il soit, renoncera à Jérusalem? Vous le pensez vraiment? Et la réponse, vous l'imaginez. Donc, cela montre bien que les choses sont en train d'évoluer. Ce sont des évolutions qui sont très lentes.
J'ai évoqué tout à l'heure le fait que ces racines sont très anciennes. Il faut donner le temps au temps. Moi, je suis confiant et conscient que les choses vont bouger, vont évoluer. Je pense qu'elles ont commencé déjà à évoluer. Ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la visite du président Macron sont le signe qu'une nouvelle génération est en train de se dessiner, qu'il y a, je pense, de nouvelles réalités qui vont prendre forme au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour d'autres questions? Allez, oui, Perla Danan. Perla, et ça sera, je crois, la dernière, parce que entre la question et la réponse, Daniel va devoir nous quitter à 19h15, donc ça sera la dernière question. Allez. Et comme ça, tu pourras donner 2 mots de conclusion également. Mets ton micro. Voilà. Ça y est. Juste une question, est-ce que justement les accords d'Abraham, ce tropisme qui se recrée entre Israël et les pays arabes, risque d'influencer le Quai d'Orsay dans sa politique vis-à-vis des pays arabes, en mettant un peu la question territoriale palestinienne en arrière-plan? Alors, je crois sincèrement que la France a été très surprise de ces accords. Si le ministre Ashkenazi a dit que personne ne les avait prévus, chez nous, vous imaginez bien qu'ici aussi, personne ne les avait prévus. Et je crois que du côté français… Peut-être même pas souhaité ici. Oui, exactement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, du côté français, ça a été quelque chose… Je me souviens lorsque j'ai appelé mon collègue au Quai d'Orsay pour lui annoncer la prochaine déclaration officielle de la relation avec des Émirats arabes unis, sa surprise, c'était une stupéfaction. Vous savez que les Émirats arabes unis sont le pays non francophone, le pays arabe non francophone avec lequel la France a le plus de relations, des relations les plus étroites. Vous savez que depuis plusieurs années, beaucoup a été investi aux Émirats arabes unis, pas seulement des accords commerciaux, des accords militaires, il y a une base très importante, mais également des symboles très forts de ce que fait l'identité française. Il y a la Sorbonne à Abu Dhabi, il y a le Louvre à Abu Dhabi. C'est vraiment le pays dans lequel la France a investi énormément et puis ils n'ont pas été associés à cette avancée. Et je crois que ça les a beaucoup surpris, évidemment, avec le Maroc. Alors, pour répondre précisément à la question que vous avez posée, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que l'avancée avec ces pays arabes va nous permettre de faire évoluer les mentalités, de faire bouger les limites et les frontières et les paradigmes que nous évoquions tout à l'heure. Et peut-être grâce à votre question, Madame Danan, je vais peut-être conclure, pouvoir donner les quelques mots de conclusion que Francis avait souhaité et revenir à la question que Jonathan avait évoquée tout à l'heure sur le rôle du CRIF. Oui. Je n'ai pas d'attente du CRIF. Nous travaillons ensemble et nous avons un dialogue permanent et tu as utilisé en introduction le terme de partenaire et je considère que c'est vraiment le terme le plus approprié. Nous sommes partenaires parce que nous poursuivons les mêmes objectifs, même si nous avons chacun notre propre identité et nos propres instructions. Mais ce que je veux dire, c'est que les accords d'Abraham, la réalité qui s'installe maintenant au Proche-Orient doit être relayée en France pour permettre de désamorcer les situations que nous connaissons. On a évoqué le BDS, on a évoqué l'antisionisme, on a évoqué les ressentiments qui existent à l'intérieur de la communauté musulmane ici en France vis-à-vis d'Israël. Il faut pouvoir faire bouger les choses grâce à ces accords. Je suis heureux de constater que les ambassadeurs ici sont partenaires. Je ne suis pas le seul. Vous avez reçu mes collègues des Émirats arabes unis. L'ambassadeur du Maroc n'est pas là, il y a comme moi un chargé d'affaires qui est adorable et qui est prêt à nous aider pour essayer de faire passer ces messages de réconciliation. Il serait, je crois, anormal que la réconciliation qui est en route au Proche-Orient ne puisse pas avoir lieu ici en France. Et je crois que c'est notre rôle et c'est votre rôle de pouvoir y contribuer pour permettre de désamorcer les situations. En tout cas, nous sommes tout à fait prêts à vous aider à le faire et je suis sûr que vous allez réussir à nous aider dans ce domaine parce qu'il en va vraiment de l'avenir des relations entre les communautés juives et les communautés musulmanes en France. Ce sont des exemples à prendre. Aujourd'hui, à Dubaï, pour vendre des produits israéliens, le meilleur moyen, c'est de mettre en grand un drapeau israélien.
Dès que vous mettez un drapeau israélien, cela attire les clients parce qu'on connaît la qualité des produits israéliens, que ce soit les produits agricoles, que ce soit des fruits ou des légumes ou que ce soit des produits de haute technologie. Donc ici, c'est exactement l'inverse. C'est mettre un drapeau israélien, c'est comme mettre un chiffon rouge devant un taureau. Donc il faut changer les choses, il faut faire évoluer les mentalités, il faut faire évoluer les paradigmes que nous évoquions tout à l'heure. Et je suis sûr que le CRIF a tous les moyens nécessaires, la volonté, la motivation pour pouvoir le mener à bien. En tout cas, on le fera ensemble avec beaucoup de détermination et beaucoup de plaisir. J'étais très heureux d'être avec vous. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion et peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup, Daniel, pour cet échange franc et instructif. C'était un plaisir de te recevoir. Chacun de nous sera évidemment ravi de poursuivre avec toi les échanges dans le cadre de ce partenariat entre le CRIF et l'ambassade. Donc, merci beaucoup à toi. Je donne simplement le prochain rendez-vous pour la Commission des relations internationales. Nous attendons la confirmation de la date, mais ce sera le 24 ou le 25 février avec Benjamin Stora autour des questions France-Algérie, qui seront également des sujets passionnants. Merci à chacun et merci encore à Daniel pour son intervention ce soir. Avec plaisir. À bientôt. Allez, bonne soirée. Merci à tous.